Bonjour, je suis Cédric Berthelon, professionnel de l'immobilier et investisseur privé depuis plus de 15 ans. J'accompagne les investisseurs exigeants à passer à l'action. Rendez-vous sur mon site cédricberthelon.fr pour en savoir plus sur mon accompagnement clé en main. En attendant, place à cette nouvelle vidéo. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Quel est le tarif de l'assurance PNO en 2021? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. D'ailleurs, on va même aller un petit peu plus loin, puisqu'on va parler de l'assurance PNO d'une manière un peu plus large. Il y a énormément de confusion autour de cette assurance. Donc on va voir ça un peu en long, en large et en travers. Je vous ai découpé la vidéo toujours pour bien structurer et être le plus complet possible en 3 parties. Première partie, qu'est-ce que la PNO? Je vais revenir un petit peu sur l'ensemble de la définition d'une PNO. Elle n'aura plus de secret pour vous. Dans la deuxième partie, quel est le tarif de la PNO? On va parler un peu de ce que ça coûte. Et troisième et dernière partie, je vous ai dégoté 3 conseils pour bien choisir sa PNO. Et en bonus, en quoi la PNO est une arme de négociation très très puissante, et vous allez voir que ça c'est très intéressant. Donc programme assez large, bien fourni, donc je vous propose qu'on rentre de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la PNO? Alors, la PNO, littéralement, assurance propriétaire non occupant. On entend aussi parler d'assurance habitation propriétaire non occupant. Elle s'adresse, comme son nom l'indique, aux propriétaires qui n'occupent pas leurs biens. Elle est obligatoire pour tous les copropriétaires, et ça depuis la loi Allure en 2014. Elle est donc obligatoire pour les copropriétaires, y compris du coup les non occupants. Si le bien Petite nuance, si le bien n'est pas situé en copropriété, il faut savoir que l'assurance habitation devient alors facultative. Évidemment, vous vous doutez bien que dans ce cas-là, je vous conseille plus que vivement de souscrire une PNO, ne serait-ce que pour prévenir des éventuels sinistres et des conséquences financières qui peuvent en découler, puisque malheureusement, quand on a des sinistres, ça peut souvent être assez coûteux. Donc c'est donc une assurance qui est à souscrire par le propriétaire et qui peut couvrir tout type de biens, appartements, maisons, immeubles. Alors, il y a pas mal de confusion, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, notamment sur le fait de est-ce que je dois garder la PNO quand j'ai un locataire, s'il est loué, pas loué, comment ça se passe. Du coup, je vais reprendre un petit peu tout ça et à quel moment l'assurance PNO intervient. Alors, premièrement, évidemment, si votre locataire n'a pas d'assurance habitation, alors c'est vraiment un exemple très théorique parce que votre locataire, évidemment, est contraint de souscrire une assurance habitation quand il rentre dans votre logement ou dans un logement de manière générale. Et d'ailleurs, piqûre de rappel, danger, vraiment réflexe automatique à avoir, on demande systématiquement l'attestation d'assurance à un locataire qui rentre dans les lieux. Donc au moment de la signature du bail, c'est conditionné aussi bien vous conditionnez une signature de bail à un dépôt de garantie, on conditionne une signature de bail à l'obtention d'une attestation d'assurance. Et deuxième réflexe à avoir par rapport à cette attestation d'assurance, on a tendance à oublier de demander les nouvelles attestations tous les ans. Donc souvent c'est des attestations d'assurance qui sont valables pour 1 an, c'est marqué dessus, donc quand vous voyez l'attestation, en général elle est valable à la date anniversaire de l'entrée dans les lieux. Toujours mettez-vous un petit reminder sur votre téléphone. Demandez la nouvelle attestation l'année suivante, quelques semaines avant. C'est hyper important. C'est pas forcément de la malhonnêteté de la part des locataires, mais notamment quand vous faites de la location étudiante, c'est un profil assez jeune. De temps en temps, il peut oublier de faire le virement ou des choses comme ça, et du coup, le logement n'est pas assuré. Donc voilà, petit réflexe à avoir, hyper important, donc n'oubliez pas ça. Alors premièrement, évidemment, du coup, la PNO est indispensable si votre locataire n'a pas d'assurance, vous l'avez compris, mais elle est également indispensable pour compléter l'assurance habitation de votre locataire si un des risques n'est pas garanti. Il a pris une assurance habitation qui est pas au top, demain il y a un sinistre qui n'est pas couvert par son assurance, c'est votre PNO qui prend le relais. Elle est aussi indispensable en cas de dommages causés, alors attention, causés par votre bien immobilier à votre locataire ou à ses biens mobiliers. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai donné sur Instagram, vous avez un réseau de chauffage qui pète, c'est absolument pas de la faute de votre locataire, il y a eu du gel, boum, ça fait péter le réseau de chauffage, ça crée des dégâts sur le mobilier de votre locataire, c'est votre assurance PNO qui couvre tout ça, donc c'est assez important. Évidemment, l'assurance PNO fait office d'assurance habitation un poil plus classique en cas de si le bien est vide ou en cas de vacances locatives. On l'oublie souvent, mais par moment vous allez peut-être même faire des travaux ou tout simplement vous mettez un peu de temps à retrouver un locataire, le logement est vide, c'est important qu'il soit assuré, ne serait-ce que pour les dégâts du vol ou des choses comme ça. Donc elle prend également le relais là-dessus. Elle prend également le relais en complément de l'assurance copropriété. Faut imaginer quand vous achetez en copropriété, c'est un peu un jeu à 3 au niveau des assurances. Vous avez votre assurance PNO en tant que bailleur et de propriétaire non occupant,
l'assurance de la copropriété pour la copropriété et l'assurance de votre locataire. Je vais vous prendre un exemple tout bête parce qu'en plus ça m'est arrivé. Vous avez une gaine d'eau dans les parties communes qui pète, qui provoque un dégât des eaux chez vous. Et ben du coup c'est l'assurance de la copropriété d'un côté contre votre assurance PNO de l'autre côté. Donc c'est complémentaire de l'assurance de la copropriété. Donc voilà, dans tous ces cas, je vous ai pas tout cité, mais globalement, c'est les principaux cas dans lesquels l'assurance PNO est obligatoire. Donc voilà, vous y voyez un petit peu plus clair par rapport à ça. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que, et c'est là souvent qu'il y a beaucoup de confusion dans l'utilité de l'assurance propriétaire non occupant, c'est pas parce que demain vous avez trouvé un locataire qui s'assure, entre guillemets, en tant qu'une assurance habitation classique, qu'il faut résilier votre assurance PNO. Elle est complémentaire, il faut bien la conserver. Le meilleur moyen d'investir dans l'immobilier est de se connecter aux vrais investisseurs. Ceux qui sont sur le terrain, qui visitent, qui font des offres. Ça tombe bien, j'ai réuni de vrais investisseurs sur mon Discord. Sur mon Discord, vous aurez la possibilité de poser l'ensemble de vos questions et d'obtenir des réponses claires, objectives et bienveillantes. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté en cliquant sur le lien qui est en description ou celui qui apparaît à l'écran. En attendant, place à la deuxième partie de la vidéo et pensez à liker si ce n'est pas déjà fait. Deuxième partie, quel est le tarif de la PNO? Alors, le prix de la cotisation annuelle d'une couverture PNO est moins élevé qu'une couverture de l'assurance habitation classique. En comparaison, c'est à peu près divisé par deux. Alors, elle est beaucoup moins utilisée qu'une assurance habitation classique parce que, comme je vous le disais, le logement il est souvent déjà couvert par l'assurance de votre locataire ou l'assurance de la copropriété. Donc c'est pour ça que les risques étant amoindris ou partagés, forcément ça coûte un petit peu moins cher. Donc déjà souvent, quand on est propriétaire bailleur, et souvent au début, on a tendance à se référer à l'assurance habitation qu'on paye nous en tant qu'occupant ou quand vous êtes propriétaire ou non de votre logement. Et forcément, on a un peu des mauvais réflexes. Alors, ça resterait théorique ce que je vous dis là. Je vais essayer de vous donner un ordre d'idée qui peut permettre de vous orienter. Voilà, j'ai pris des dossiers assez récents de clients. Donc un studio de 22 mètres carrés au Mans. Il faut savoir que le client paye 78 € par an sur une assurance PNO vraiment classique, plutôt bien couverte en plus. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est un coût. Il faut imaginer que si vous avez plusieurs biens, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et je vous ai pris un autre bien intéressant, une coloc 3 chambres. Donc c'est un appartement de 72 mètres carrés et le client paye 117 € par an. Donc vous voyez, voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Encore une fois, le prix d'une assurance PNO varie en fonction de pas mal de critères. Alors premièrement, évidemment, de la compagnie d'assurance choisie. Toutes les assurances n'ont pas les mêmes prix, c'est comme tout. Donc il est hyper important de faire marcher la concurrence. Alors c'est assez simple aujourd'hui dans les assurances, que vous avez pas mal de moteurs de recherche sur Internet qui tout de suite vous sortent pas mal de choses. Donc ça c'est la première chose à voir, c'est la compagnie d'assurance. Il y en a qui sont moins chers que d'autres. Les garanties souscrites aussi, évidemment, selon ce que vous garantit l'assurance, vous payez plus ou moins cher. C'est comme pour une assurance voiture. Si vous êtes au tiers ou à tout risque, c'est pas le même prix. Autre chose qui est un petit peu moins connue quand on démarre, c'est le type de la location. Quand je dis type de location, est-ce que c'est meublé ou non? C'est pas forcément le même prix. Ça peut être un peu plus cher en meublé. Le loyer annuel du bien est également pris en compte. Et après, c'est des choses assez classiques. Situation géographique. Je parlais tout à l'heure d'assurance voiture, c'est un référent en général qu'on connaît tous. C'est pas le même prix si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône ou en région parisienne ou en Sarthe. Vous payez pas pareil malgré que vous ayez le même véhicule. Là c'est un peu pareil. Sa situation géographique peut être impactée au niveau du prix de votre assurance. Et après c'est le nombre de pièces. Et évidemment, les niveaux de franchise et plafonds d'indemnisation que vous avez choisi, on va en parler un petit peu plus tard. Donc voilà. Ce qu'il faut garder en tête par rapport à tout ça, c'est évidemment de faire jouer la concurrence pour, comme tout, les assurances, il faut toujours un petit peu aller voir ce que propose tel ou tel acteur. Donc là, je vous renvoie vers les assurances classiques, AXA, etc., la Massif, enfin tout ça. Et vous allez voir qu'il y a un autre acteur qu'il ne faut pas dénigrer, et je vous en parle de toute façon en fin de vidéo. Donc voilà, moteur de recherche Google, premier réflexe à avoir. Mais voilà, vous voyez qu'on parle quand même d'assurances qui sont relativement peu onéreuses. Mais peut y avoir certains points sur lesquels il faut quand même faire attention et qui peuvent faire monter un petit peu la facture, et c'est ce dont je vais vous parler. Dans cette troisième partie, je vous ai sorti 3 conseils pour bien choisir sa PNO, parce que c'est 3 petites choses sur lesquelles on ne fait pas forcément attention, surtout quand on n'a pas l'habitude, parce que en fait la PNO, ce qui se passe, c'est souvent avec les assurances, on va pas se mentir, en plus là on est sur un processus d'achat souvent, processus de mise en location, voilà tous ces éléments là, on vous sort une assurance, vous regardez, vous dites ok c'est bon je suis assuré, c'est réglé. Alors il y a 3 petits conseils que je peux vous donner qui sont assez factuels. Alors premier conseil que je peux vous donner, c'est être attentif à la franchise appliquée aux garanties. Alors qu'est-ce que c'est que la franchise? C'est le montant qui vous restera à payer après le remboursement de la compagnie.
Alors, ça influence directement le prix de votre assurance P&O. En gros, moins vous avez de franchise, plus vous payez cher. Et je vous conseille quand même c'est mon conseil en tout cas, de préférer de faibles franchises de moins de 250 euros plutôt que pas de franchise du tout. Parce que souvent, si vous avez une faible franchise, heureusement on touche du bois, les sinistres c'est pas tout le temps, et les sinistres avec franchise encore moins, et quand vous avez une faible franchise, finalement l'impact financier, si vous avez 200 euros de franchise, je vous dis pas, c'est pas le bienvenu, mais entre 200 euros et absence de franchise, par contre le contrat, quand vous avez une absence de franchise, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Encore une fois, je peux pas vous donner d'ordre de valeur parce que ça reste très théorique et ça dépend vraiment des compagnies d'assurance, mais il y a une vraie grosse différence, et très souvent, il vaut mieux préférer une faible franchise que vraiment une absence totale de franchise. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Conseil numéro 2, bien définir avec votre assurance les plafonds élevés pour chaque garantie. Plus vous avez un plafond, plus la prime est chère. Alors, vous allez me dire, ok, du coup, je prends des plafonds qui sont bas. Attention, il faut toujours se rappeler qu'un sinistre peut entraîner de lourds dégâts financiers. Un gros dégât des eaux, par exemple, peut engendrer énormément de réparations. C'est bien d'être quand même avec des plafonds de garantie qui sont assez importants. Faut vraiment, moi je vous conseille de ne pas négliger ça. De temps en temps, on a tendance à aller vers une P&O qui est moins chère parce qu'il a des plafonds un petit peu moins élevés, et ça peut arriver qu'on le regrette. Alors, ça va un petit peu en contradiction avec ce que je disais sur les franchises, mais c'est deux choses qui peuvent être quand même assez différentes. Donc vraiment sur les plafonds, prenez des plafonds qui sont quand même assez importants, pour la simple et bonne raison que si demain il y a des gros dégâts, l'économie, le peu d'économie que vous allez faire sur vos mensualités, elles vont faire très mal à la sortie. Donc ça, regardez bien. Encore une fois, on est toujours dans l'optique de faire jouer la concurrence. Ça vaut vraiment le coup de se poser et de lire un petit peu la différence entre les différents contrats. Troisième conseil, et ça c'est quelque chose sur lequel je vous alerte parce que c'est assez méconnu, c'est de ne pas transiger sur la durée maximale des garanties. En fait, faut imaginer qu'il y a souvent des petites astérix dans tous les contrats d'assurance. Je pense que vous connaissez ça, tout le monde s'est un peu fait piéger au moins une fois avec ça. Et c'est assez fréquent qu'au bout de quelques mois de non-location, par exemple, si votre logement est vide, certaines garanties sont suspendues, notamment le vol, par exemple, parce que ils considèrent que forcément un logement vide a plus de chances d'être cambriolé. Donc soyez bien attentifs à ça, parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Typiquement, vous avez un peu de vacances locatives, je sais pas, pas de chance, Covid, 2 mois, vous trouvez pas de locataire, et vous faites cambrioler, mauvaise surprise, vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut faire attention. Encore une fois, je me répète, prenez le temps. Je sais que c'est pas le plus fun, je sais qu'encore une fois, souvent, on est dans un processus d'achat et tout, on a plein de choses en tête, mais ça vaut le coup un petit peu de prendre le temps de bien lire son contrat d'assurance avant de l'accepter. Petit bonus, je vous en ai parlé tout à l'heure, la P&O est une arme de négociation très puissante. Alors vous allez me dire, ok, mais je négocie avec qui? Le vendeur? L'assurance? Qu'est-ce qui se passe? La P&O est un élément de négociation très puissant avec votre banque. Alors vous n'êtes pas sans savoir, si c'est pas le cas, vous le savez maintenant. La banque vend de l'assurance. Votre banque, quand vous allez demander du crédit pour financer votre achat, potentiellement peut vous proposer une assurance, en l'occurrence une assurance P&O, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et faut savoir que c'est très intéressant pour l'interlocuteur, en l'occurrence le conseiller financier que vous aurez en face de vous, puisqu'ils sont très bien commissionnés, ils ont même des gros objectifs pour vendre de l'assurance. Donc ça, c'est un élément qui peut vraiment faire la balance dans une éventuelle négociation. Il n'est pas rare, en prenant la P&O dans votre banque, que vous arriviez à faire baisser le taux de 0,1, 0,2 points, potentiellement de négocier un différé un petit peu plus long. Donc si vous n'en avez pas parlé avec votre banquier, vous êtes en train de négocier les choses, il vous a proposé 6 mois de différé, vous aimeriez bien avoir 8 ou 10, et potentiellement au dernier moment dire, moi la PNO, qu'est-ce que vous me proposez en termes de PNO? Parce que potentiellement, moi je peux la prendre chez vous. Je peux vous le garantir, c'est du 100% sûr, il vous donnera quelque chose en contrepartie pour une PNO. Même si le montant vous paraît assez faible, même si par exemple vous avez une petite surface, vous êtes à hauteur de 80 euros par an, pardon, vous vous dites, ouais, mais ça vaut pas grand chose, vous n'avez pas l'affaire du siècle pour lui. Si, c'est hyper intéressant, ils ont des gros objectifs par rapport à ça, et ils sont très bien rémunérés. Donc vraiment, pensez-y systématiquement, cramez pas votre joker tout de suite, vous le gardez un petit peu au chaud, la PNO, pour pouvoir le négocier, mais arrivé en fin de négociation, quand on est un peu bloqué et que vous voulez encore grappiller quelque chose, c'est un élément qu'il faut sortir à ce moment-là. Je vous le rappelle, une négociation, on donne quelque chose, il faut avoir quelque chose en retour. Une PNO, ça peut vous faire baisser le taux au tout dernier moment, potentiellement faire baisser des frais de dossier, ou tout simplement allonger un différé, ou transformer un différé partiel en différé total, enfin voilà.
C'est prouvé, ça marche très très bien, donc pensez-y, c'est une arme très 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 puissante. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la PNO, donc pas mal de choses à retenir. Je refais une petite conclusion de tout ce que je vous ai dit. De manière générale, la PNO, on la garde, on souscrit sa PNO, en aucun cas on la résilie, même si on a un locataire en place qui a son assurance. Attestation d'assurance évidemment de votre locataire, c'est très important. On fait attention, on lit bien, on fait jouer la concurrence et on regarde bien les conditions, les garanties, le niveau de franchise, les plafonds d'indemnisation. Donc tout ça, on y fait très attention et pensez bien également aux petites astérisques, notamment sur les indemnisations et les garanties au bout de quelques mois de non-location, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et enfin, la PNO, élément de négociation hyper puissant avec votre banque, donc utilisez-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous aidera à passer à l'action. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, pensez à vous abonner à mon compte Instagram sur lequel je publie d'autres contenus. À bientôt.